Bonjour et bienvenue dans Je ne suis pas raciste mais, le podcast qui décortique le racisme qu'on dit ordinaire mais qui n'a rien d'ordinaire. Ce racisme difficilement condamnable pénalement, celui qui s'exprime tous les jours sous des traits d'humour, celui qui ne dépasse jamais la bienséance, qui semble souvent insignifiant mais qui reste violent et brutal pour celles et ceux qui en sont victimes. Et aujourd'hui, je reçois Magda El Haïtem, avocate au barreau de Paris et spécialiste du droit des étrangers, et Leïla Boucheni, conseillère en insertion professionnelle dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Merci d'être là, vous deux. Première question, comment allez-vous ? Comment ça va, Leïla ? Écoute, moi, ça va super. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là. Et toi, Magda ? Merci, ça va. Un peu fatiguée toujours avec ce domaine, mais ça va. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite anecdote à vous raconter. On commence toujours par une petite histoire. Et là, cette histoire, elle me concerne moi. Alors quand j'étais plus jeune, ma mère m'a inscrit à toutes les activités possibles et inimaginables. J'ai fait de la piscine, j'ai fait du violon, du solfège, j'ai fait des cours d'anglais, j'ai fait du dessin d'animation, j'ai fait de l'arabe, enfin j'ai fait tout ce qui était possible de faire, parce que ma mère voulait vraiment me construire comme un petit enfant parfait. Et à côté de ça, j'étais excellente à l'école, mais vraiment excellente. J'ai survolé toutes les années comme ma mère aime le dire. Et un jour, au lycée, alors que j'étais dans un grand lycée de Paris, très bourgeois, très blanc, je le dirais aussi, dans le centre de Paris, j'ai un camarade qui est en train de raconter une histoire où à un moment donné, il critique un autre camarade à nous qui est arabe en disant quelque chose en tout cas qui était raciste. Et donc moi je le prends un peu mal parce que je suis là. Et évidemment, ce qu'il a dit était par rapport à ses origines à lui, donc il était arabe comme moi. Et je lui dis mais tu sais que moi aussi, je suis algérienne égyptienne. Et donc là il me dit non, mais toi t'es pas comme lui, t'es pas comme les autres. T'es une bonne arabe. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu ? Être le bon arabe, être la bonne arabe, Leïla ? Alors pour ma part, je pense qu'on a tous eu cette phrase, que ce soit dans le cadre de nos études ou au travail. Mais toi, c'est pas pareil. Ouais. Mais toi, t'es pas comme eux. Eux, on sait pas ce que c'est. Eux qui ? On n'a pas la suite de la phrase. Moi, c'est vrai que ça a été pareil à l'école, assez tôt. Mais là, pour le coup, ça venait plus de mes collègues de classe, qui étaient également d'origine africaine, maghrébine, parce que vous vous rappelez, au collège, on devait remplir une feuille d'information où on mettait la profession des parents. Donc on se remet dans le contexte, années 90, la plupart des parents du quartier étaient arrivés en France dans les années 60, début 70. Parce que t'es de Nanterre, toi. De Nanterre. Et du coup, moi, à ce moment-là, donc c'était ma mère qui m'élevait et elle travaillait. Et donc, je mets la profession de ma mère, sauf que la plupart des mamans étaient mères au foyer. Je considère ça comme un travail, sauf qu'à l'époque, c'était pas considéré comme un travail. Et c'est mes copines de classe qui me disent « Ah bon, ta mère, elle travaille, genre. Elle n'est pas mère au foyer comme toutes les mamans, en fait. » Et pour moi, c'était ma normalité. C'est oui, ma mère, elle travaille. Et moi, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai ressenti déjà qu'il y avait une différence. Mais c'était juste par rapport aux habitudes, en fait, familiales. Et aussi pendant les réunions parents-professeurs, parce que mes parents parlaient français. Donc j'avais des réflexions de la part des parents qui me disaient « Ah, mais vos parents parlent très bien français. » Donc c'est vrai que cette construction de bon arabe, mauvais arabe, s'est construite à travers surtout mes parents, qui étaient pour eux considérés comme des bons arabes. Parce que plus intégrés, parce que juste parler français et travailler. Et toi, Magda ? Alors moi, c'est marrant, Donia, parce que j'ai eu exactement la même expérience que toi. Moi, pareil, grand lycée bourgeois de Paris. J'étais la seule arabe de ma promo. Et en plus, physiquement, je suis très blanche. J'avais pas la tête d'une arabe de manière assez cliché. Et du coup, on se permettait de dire des choses devant moi qu'ils auraient en fait jamais dit devant des personnes que eux considéraient comme concernées. Moi, je me rappelle d'épisodes, surtout pendant les élections présidentielles, où on commençait à avoir le début des débats politiques. Et moi, je me rappelle, j'avais 17 ans à l'élection de Sarkozy. Et du coup, c'était le grand débat Ségo-Sarko. Bon, toute ma promo était globalement de droite. Moi, j'étais la seule qui essayait de défendre un peu les idées de l'opposition. Et j'étais clairement considérée comme une anarchiste. Vraiment, carrément. Vraiment. Pour Ségolène Royal. Waouh. C'est dur. Ça a changé, hein. Ça a changé. Et je l'ai jamais vraiment expliqué. Et en fait, c'est par la suite que je me suis rendu compte que c'était beaucoup de white passing aussi. J'ai réussi à mettre un mot dessus bien passing, après. C'est parce que tu ressembles à une femme blanche. Tout à fait. Donc on pense que tu l'es. Donc on se permet des choses devant moi qu'on ne se permettrait pas devant quelqu'un d'autre. Exactement. Et en fait, du coup, c'est du racisme qui est très dur à vivre parce que toi, tu ne sais pas comment réagir. Tu sais pas si tu dois du coup revendiquer tes origines à ce moment-là ou faire le contraire et juste te taire et subir.
Et cette rhétorique du bon, mauvais arabe, qu'on peut avoir aussi pour le bon noir, le mauvais noir, pourquoi elle est raciste? Comment on pourrait l'expliquer pour les personnes qui ne comprennent pas en quoi dire « non, mais t'es pas comme les autres ». En fait, c'est un peu limite. Franchement, c'est déjà établir des critères au sein, je ne vais pas dire d'une race, mais on part du principe que le bon arabe, selon leurs critères à eux, ça sera forcément une personne qui sera inoffensive, qui sera serviable à la société. Et donc, on met des critères comme ça qui sont hyper personnels, parce que c'est en fonction de chaque personne qu'on a en face de soi, finalement. Pour certaines personnes, le bon arabe, c'est celui qui boit, parce que la personne qu'on a, c'est un bon vivant. Pour l'autre, ça sera la personne qu'on n'entend pas. C'est assez aléatoire, en fait, comme critère, et ça devient raciste parce que on est défini, en fait, par une autre personne d'une autre origine qui, elle, décide pour nous ce qui fait qu'on est de bons citoyens au final. Alors que la citoyenneté, elle ne se définit pas par ça. Donc ça devient raciste parce que c'est l'autre qui nous définit au final. Je suis entièrement d'accord et je pense aussi que c'est une question relative à un concept qui est bien français, qui est celui de l'assimilation. Et je pense aussi que c'est en fonction des critères d'assimilation qu'on considère si oui ou non quelqu'un est un bon ou mauvais arabe ou bon ou mauvais migrant. La transition est toute faite et avant d'entrer dans la thématique de notre épisode aujourd'hui, je trouve que c'est important de revenir sur les bases, et les bases étant les définitions des mots qu'on va utiliser aujourd'hui. Il y a plusieurs termes pour désigner les personnes qui ne vivent pas dans leur pays de naissance. Il y a émigrés, migrants, expatriés, réfugiés. Comment on les distingue? Toi, Magda, c'est le centre de ton travail. Comment on distingue tous ces mots les uns des autres? Ces mots, déjà, moi, je les aime pas. Parce que beaucoup d'entre eux ont des définitions qui ne sont pas établies. Il y a des définitions qui sont juridiquement établies, comme réfugié, par exemple. Le mot réfugié est établi par les conventions internationales. C'est quelqu'un qui est protégé sous le statut de réfugié par un pays dans lequel il s'est réfugié parce qu'il a fui un conflit, une situation de crise, etc. Un migrant, c'est quelqu'un qui a migré. Donc, en soi, par définition, tout le monde est un migrant. Qu'il soit migrant sud-nord, nord-sud, pays voisins, même au sein d'un même pays. Ce qui est difficile à définir, c'est par exemple la notion d'expatriation. Pourquoi ? Parce que on va considérer que par exemple un Français qui s'établit au Maroc, c'est un expatrié, un Marocain qui s'établit en France, c'est un immigré. Pourquoi ? Parce que effectivement là, on parle d'une question de racisme, parce que le Marocain, qu'il soit très fortuné ou qu'il vienne en France du fait d'une migration économique, sera toujours considéré comme un immigré. Là où un expatrié français, s'il fait une migration économique, il sera toujours considéré comme un expatrié. Et du coup, je trouve que pour moi, ces définitions, elles sont très difficiles à donner. Je peux te dire qu'une personne réfugiée, c'est effectivement une personne protégée au titre de la Convention de Genève. Un demandeur d'asile, parce qu'on entend aussi beaucoup ça, c'est une personne qui est arrivée sur le territoire français et qui est en cours de demande d'asile, donc dont le dossier est en cours de traitement. Et sinon, je pense qu'on peut considérer que toutes les personnes étrangères qui sont en France sont soit des étrangers en France, soit des immigrés en France. Et pourtant, ces distinctions, on les entend beaucoup en France. Oui. Enfin, dans le monde entier, et particulièrement en France. Qu'est-ce qu'elles racontent de la France, ces distinctions-là? Quand tu parles d'expatriation, par exemple, c'est à peu près aussi la même chose avec migrants, réfugiés. On sent bien que le mot migrant, il colle à la peau de certaines communautés et le mot réfugié à d'autres. Qu'est-ce qu'elle raconte, Leïla ? Le terme migrant, pour rebondir sur ce que Magda a dit, il cache déjà la réalité de la migration. Le migrant, c'est le mouvement, en fait. C'est le fait de changer de pays, de changer de lieu de résidence. Ça cache toute la réalité du pourquoi on migre. Est-ce qu'on migre pour des raisons économiques ? Est-ce qu'on migre pour des raisons politiques ? Est-ce qu'on migre pour des raisons de confort ? Donc déjà, ce terme, il n'a pas de valeur juridique ni administrative. Alors on a une définition de l'UNESCO, le migrant, c'est une définition un peu internationale, mais selon les pays, forcément, ça veut tout et rien dire. Parce que selon les statuts administratifs qu'on va donner à cet étranger qui arrive, ses droits sur le territoire vont être complètement différents selon si c'est en effet un réfugié politique, si c'est quelqu'un qui aura la carte de résident des 10 ans. Donc le migrant, il peut avoir des papiers ou pas. Et le fait d'utiliser ce mot migrant, justement, je trouve que c'est volontaire, parce qu'on cache tout derrière ce mot et on peut tout dire à travers ce mot. Il fait peur aujourd'hui, ce mot. Donc ça cache la réalité et c'est pour ça qu'en effet, quand on parle de migrants, c'est pas assez clair pour parler des populations qui changent de pays, qui changent de lieu de résidence. Et par rapport à ce que ça dit sur la France, cette utilisation prononcée du mot migrant, ou en tout cas ces distinctions-là, Magda ? Dans l'intelligence collective, ça raconte qu'on veut déjà catégoriser les types d'étrangers. Et ça, c'est déjà problématique.
Parce qu'en fait, au sein de la population française, par exemple, quand, par exemple, moi, je dis que je ne fais que du droit des étrangers, on me dit « Ah mais oui, toi, tu fais du droit d'asile et tu t'occupes des migrants, justement. » Alors que le droit des étrangers, c'est aussi des Américains qui s'installent sur le territoire français, qui ont besoin d'un visa, parce qu'en fait, les Américains aussi ont besoin d'un visa. Et du coup, je sais qu'au sein de la communauté des avocats en droit des étrangers, on suivi beaucoup ça, parce que on est considérés comme les personnes qui, par exemple, font que de l'asile, ne vont que devant la Cour nationale du droit d'asile. C'est la Cour qui traite de la question des réfugiés. Alors qu'en fait, ma pratique, elle est complètement diverse. Et du coup, c'est vraiment l'utilisation du vocabulaire est hyper importante dans la catégorisation des populations, en fait. Parce que quand on a, par exemple, un Sénégalais qui vient pour travailler et qui a un titre de séjour, il va quand même être considéré comme un migrant. Là où un Américain qui vient en France alors qu'il n'a pas de travail et qu'il s'installe pour des raisons économiques parce qu'il veut trouver du travail, ne sera jamais dans la catégorie des migrants. C'est le signe qu'il y a vraiment une dichotomie dans la manière de traiter la migration et les différents types de populations qui viennent en Europe et en France. Alors que dans les faits, c'est un migrant. La seule chose qu'on retire du terme migrant, ce sont les déplacements touristiques. Donc, en effet, que ce soit un Américain ou que ce soit un Sénégalais ou que ce soit un Soudanais, à partir du moment où on change de lieu de résidence, on migre. Mais alors, dans ce cas-là, quel mot faudrait utiliser pour décrire ces personnes-là ? Un étranger. Ça a été longtemps le cas, d'ailleurs. Oui. Hein. Pendant longtemps, on a utilisé étranger. Étranger, toute personne qui n'a pas la nationalité française est étrangère. Comment il s'explique ce changement-là de passer à étranger où on a un mot qui existe ? Je pense qu'il y a déjà ce qui s'est passé ces dernières années, et je pense qu'on en viendra sur ce qu'on appelle les vagues migratoires. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des flux avec ce qui s'est passé au niveau international, avec toutes les guerres qu'il y a eu, ou depuis l'après-guerre, où il y a eu ce flux migratoire, il y a eu un ralentissement, et c'est vrai qu'avec les conflits en Syrie, en Afghanistan, au Soudan, on a eu des chiffres qui étaient beaucoup plus importants. Donc le flux a fait que, justement, on parlait plus de simples étrangers, mais de migrants. C'est-à-dire quand on parle de migrants, on voit cette vague. La vague migratoire. Le flux. Et c'est pour ça que la rhétorique, elle est super importante. On en parle différemment, du coup, de l'immigration. On n'en parle plus de la même manière parce que ça n'a plus les mêmes enjeux politiques. Et quand on parle d'immigration en France, on entend souvent qu'il faut la réduire. Il faut réduire cette immigration coûte que coûte. Et quand on pousse un peu le bouchon on commence à entendre cette rhétorique de « il y a les bons et les mauvais migrants ». Mais qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais migrant ? Parce qu'on a l'impression que parfois il y a des règles, ou en tout cas c'est ce qu'on entend à la télé. Qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais migrant ? Comment on peut les distinguer ? Alors, pour être le plus pragmatique et cynique possible par rapport à la politique de l'immigration, la France est un pays d'immigration depuis la moitié du 19e siècle. C'est déjà le premier pays d'immigration en Europe. Il n'y avait pas de politique migratoire à proprement dit. Il y avait des mesures ponctuelles, on va dire, qui étaient prises par rapport aux allées et venues des étrangers en France, qui étaient purement des Belges, des Italiens. Les Juifs, à l'époque, étaient considérés comme des étrangers. Donc, c'était des mesures ponctuelles. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un besoin. L'immigration est un besoin. C'est-à-dire que toute la rhétorique de France, terre d'accueil, c'est la vitrine. Mais le besoin, il est économique, il est démographique. Donc, on en arrive à bons et mauvais migrants à partir du moment où il est utile. Mais pour être le plus réaliste possible sur à quoi sert l'immigration en France. C'est-à-dire que la France, elle a des besoins. Elle ne peut pas se suffire à elle-même en termes de démographie. En termes de main-d'œuvre, il y a des besoins, il y a une réalité. Et il faut aller chercher justement cette main-d'œuvre qui est d'une part bon marché. Il ne faut pas l'oublier aussi que c'est quelque chose qui est encore utile. Donc c'est toujours pareil, c'est que juste les mots changent. Mais la France, terre d'accueil, terre d'asile, oui, parce qu'on en a besoin. Donc le bon et mauvais, ça part toujours de est-ce que tu es utile ou pas ? Moi, j'allais rebondir sur le travail. Et en fait, quand on fait justement cette distinction entre bons et mauvais migrants, on pense souvent aux migrants qui travaillent et à celui qui ne travaille pas. Et en fait, ça, c'est un problème de 1000 manières différentes parce qu'il y a énormément d'étrangers qui, avec le titre de séjour qu'ils ont actuellement, n'ont pas le droit de travailler alors que leur rêve, c'est de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins, etc. Et il y a aussi toute une différence entre justement les personnes qui sont utiles et qui amènent de la main-d'œuvre à la société française, les personnes qui sont utiles et qui amènent des talents
ce qu'on appelle les passeports talents à la société française. Et il y a aussi tous les domaines dans lesquels il n'y a pas de main-d'œuvre, type restauration, type hôtellerie, métier en tension, etc. Et le problème, c'est que malgré le fait qu'on dise bon migrant parce que travail, on a dans les faits énormément de problèmes à justement faire travailler ces personnes-là. Donc, utilité oui, travail oui, mais dans les faits, c'est en fait très limité et ça reste quand même un combat au quotidien. Ça veut dire que moi, toute la campagne médiatique qui dit que non, j'ai pas de problème avec les étrangers tant qu'ils travaillent, j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce qu'en fait, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on parle de limiter l'arrivée des personnes immigrées, on parle aussi de tri des bons et des mauvais migrants. À quoi ça renvoie dans notre histoire française ? Pourquoi ce besoin de tri et cette rhétorique du tri qui revient sans cesse ? Pour moi, c'est un discours populiste. La France veut arriver à une immigration choisie et sélective. C'est ce qu'elle veut et c'est ce que la dernière loi immigration avait aussi comme objectif, c'était de choisir son immigration. Alors, pour un pays, pour un gouvernement, très bien, on veut choisir qui rentre dans le pays. Dans les faits, on peut se dire, oui, c'est normal. Le problème, comme disait Magda, c'est qu'il y a un besoin. C'est-à-dire qu'ils ont envie de trier, mais est-ce qu'ils peuvent se permettre aujourd'hui de trier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais parler d'Île-de-France parce que c'est ce que je connais comme territoire. Il y a une liste de 20 secteurs d'activité en tension où on peine à recruter pour plusieurs raisons. Soit c'est parce que ce sont des secteurs d'activité qui n'attirent pas les personnes non étrangères, les Français. Et c'est au-delà de ne pas attirer, c'est même pour la formation. On a du mal à attirer les jeunes pour se former à ces métiers. Et ce sont des métiers qui sont très importants pour le fonctionnement de la société. C'est quoi comme métier, par exemple ? On a les services d'aide à la personne, donc tout ce qui concerne de s'occuper des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées et la garde d'enfants. C'est très important. Tout ce qui concerne la construction et les ouvriers qualifiés. On a en effet la restauration. On les a comptables. Les comptables, informatiques. Les comptables, voilà, les comptables. Ingénieurs informatiques. Ingénieurs informatiques aussi. On a vraiment. Donc on a vraiment. C'est plein de secteurs voilà, différents. c'est pas que des métiers non qualifiés. Ça va vraiment sur tout type de métiers. Et donc c'est des métiers qui n'attirent pas les Français. Donc on a besoin de ces personnes. Par rapport aux métiers que j'exerce, on a aussi une autre difficulté, c'est qu'en effet, en fonction du statut administratif que l'étranger va avoir, on va pouvoir les mettre dans des métiers qui leur sont parfois réservés. C'est-à-dire qu'on a différents statuts administratifs, par exemple ce qu'on appelle les primo-arrivants. Les primo-arrivants, ce sont des personnes qui ont un titre de séjour de moins de 5 ans. Donc ça fait que 5 ans qui sont de manière régulière sur le territoire. Donc parfois on a des formations, on a des métiers, il faut être primo-arrivant, il faut être réfugié. Donc, il faut avoir la protection subsidiaire internationale pour pouvoir avoir ça. Il faut être parisien. Donc, on a beaucoup de critères. Au final, en effet, ils n'ont pas accès à un certain nombre de formations. Il faut vraiment répondre à un certain nombre de critères. Donc, pour revenir sur ta question, Donia, c'est que je pense que c'est un discours qu'une certaine partie des électeurs ont besoin d'entendre parce qu'on a construit tout l'imaginaire migratoire sur le danger que ça peut représenter pour la culture française, comme s'ils avaient peur en fait de ne pas être suffisamment forts dans leur culture pour qu'il y ait réellement un grand remplacement de ces étrangers. Tout part de là. L'autre discours qu'on entend beaucoup, c'est jouer sur la peur. Si on accepte tous les migrants, avec plein de guillemets évidemment migrants, c'est importer la criminalité, plus de crimes à nos portes, ce genre de choses. On nous vole notre travail. Faux, ce sont des boulots que les Français ne veulent pas faire. Plus de criminalité. Est-ce qu'il y a des chiffres qui prouvent que l'étranger est plus dangereux que le Français qui est né en France? C'est les conséquences du mauvais accueil des étrangers qui poussent à la précarité et qui peuvent ensuite pousser à des formes de criminalité. C'est parce qu'on les accueille super mal, ces étrangers. Donc, toute la rhétorique qu'il y a, c'est pour répondre aussi à un électorat qu'on essaye de draguer depuis des années. Et puis, au final, c'est vrai que depuis toujours, en fait, les politiques d'immigration, elles n'ont jamais été peace and love par rapport au... En fait, c'est juste que c'est devenu de plus en plus dur au niveau des mots. Mais elle n'a jamais été... Pour moi, voilà, France, terre d'accueil, terre d'asile, c'était la vitrine. Mais ce qu'il y avait derrière, c'était toujours par rapport à ce que la personne pouvait leur apporter et au final, donc, le bon, le mauvais. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la loi immigration qui a été promulguée au mois de janvier, on a ces passeports talents. Donc on veut vraiment accentuer le fait que certains migrants
sont plus efficaces que d'autres, les bons. Il y a ceux qui apportent aussi le rayonnement culturel à la France. Enfin, quand on va penser peut-être à certains acteurs, quand ils s'installent en France, rien qu'on en parle, mais qu'est-ce qu'ils apportent concrètement? Johnny Depp, qu'est-ce qu'il nous a apporté de vivre en France? Nathalie Portman, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Enfin, malheureusement, pas grand-chose. C'est le rayonnement culturel, voilà. Mais pour moi, quelqu'un qui travaille à la voirie apporte plus à la France que Nathalie Portman. Mais ce qui a aussi beaucoup changé, c'est la banalisation du propos. Avant, le tri des migrants, c'était une mesure phare de l'extrême droite. Et maintenant, elle est reprise vraiment sur l'ensemble de l'échiquier politique et vraiment à des niveaux différents. Ici, Charles Aznavour, sur le plateau de France 2 en 2018, disait ça. Charles Aznavour, finalement, quand on voit cette histoire, ce parcours, cette double culture, aujourd'hui, vous considérez que la France, elle est trop timide vis-à-vis des migrants, vis-à-vis de l'accueil des migrants, ou pas? D'abord, on devrait savoir à qui on a affaire. Il y a peut-être des génies parmi ces gens. En tout cas, il y a des gens utiles, c'est sûr. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tout le monde chez soi, c'est pas facile, et puis ça serait pas normal. Mais on pourrait faire un tri, en tout cas intéressant. On pourrait avoir des gens très intéressants qui passent. Donc là, il rassemble tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire tri des migrants, des génies, l'utilité, et à rappeler que Charles Aznavour est lui-même immigré arménien. Donc c'est dire à quel point ce propos a été banalisé, si même des personnes qui sont héritiers de cette histoire-là finissent par être pour le tri migratoire. Oui, alors sur la question du tri, effectivement, c'est quelque chose qui est dans les médias et dans les discours politiques depuis des années et des années. C'est quelque chose qui fait partie des programmes politiques depuis des années, dont on parle beaucoup trop, à mon sens, parce qu'en fait, c'est pas un sujet qui devrait être autant sur la table. Je comprends même pas comment... Maintenant, c'est un sujet phare lors des élections présidentielles. C'est ça, alors qu'en fait, c'est juste la normalité. Et c'est juste des gens qui sont pas dans leur pays d'origine et qui veulent juste avoir une vie normale, en fait. C'est vraiment ça. Et en fait, au fur et à mesure des nombreuses lois qui sont promulguées, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus dur. Effectivement, on fait des choses aujourd'hui qu'on n'aurait même pas pu penser faire il y a 5 ans. Typiquement, la loi immigration, c'est l'une des plus dures qu'on ait vues jusqu'à maintenant, sur la criminalisation des étrangers, sur effectivement ce tri. L'une des mesures les plus graves de cette loi immigration, c'est le fait qu'il n'y a plus de protection contre les obligations de quitter le territoire. Ça, c'est extrêmement grave, parce qu'en fait, à l'époque, les personnes qui étaient en France, par exemple, avant 13 ans, ne pouvaient pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, parce qu'on considérait que leur vie privée et familiale était trop importante en France pour pouvoir faire l'objet d'une OQTF. Aujourd'hui, c'est le cas. J'ai déjà eu des clients qui ont subi une OQTF alors qu'ils... Une OQTF obligation de quitter le territoire. Alors qu'ils sont arrivés à 5 ans en France, quoi. 5 ans. La CIMAD, qui est une association d'aide aux étrangers, l'a décrit aussi, cette loi, je cite, comme l'une des plus répressives de ces 40 dernières années, et elle constitue un cap supplémentaire vers des atteintes sans précédent aux droits des personnes migrantes. Donc finalement, ça rejoint exactement... Tout à fait. Et en fait, l'ensemble des acteurs du milieu pensent la même chose. On s'est tous beaucoup concertés sur cette loi parce que ça fait très peur. Le projet numéro 1 était encore pire que ce qui est réellement passé, mais quand même, faut pas se dire que on est passé à côté du pire, c'est pas vrai. Je pense que c'est actuellement le pire et ça va être de pire en pire. Enfin, je suis très pessimiste moi en la matière, mais en fait, j'ai vraiment pas d'espoir que ça s'améliore. Et en fait, en parlant du tri en lui-même, genre de manière concrète, on a tout l'arsenal législatif qui permet de trier concrètement, mais on a aussi le comportement des administrations. Et en fait, les administrations aujourd'hui, de manière franche, elles font des dingueries, mais vraiment, elles font des choses qui sont inacceptables et qu'on n'aurait pas imaginé il y a des années. Elles édictent des obligations de quitter le territoire alors qu'il y a encore des recours en cours. Elles sont en roue libre, quoi. Ah non, mais c'est incroyable. Et en fait, il faut passer par les tribunaux et heureusement qu'il y a encore des tribunaux qui réagissent. Pas tous parfois, mais heureusement qu'on arrive quand même à avoir des gains de cause devant les tribunaux. Il faut prendre un avocat, il faut lancer une procédure, le stress, l'impact psychologique. Parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi beaucoup ça. Ça veut dire que tous les étrangers aujourd'hui, surtout les étrangers non blancs, sont extrêmement stressés. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de comportement qui est assez dingue. Depuis la promulgation de la loi immigration, et même un peu avant, ça commençait un peu avant,
On venait me voir en me disant mais je sais pas si je vais y arriver, je sais pas ce que je vais devenir, est-ce qu'un jour je vais pouvoir être tranquille, est-ce que je vais plus stresser simplement pour renouveler ma carte de séjour Parce qu'en fait on déshumanise tellement ces populations qu'on oublie en fait que c'est un parcours du combattant. Rien qu'avoir un changement de titre de séjour, de passer d'une carte de séjour étudiante à une carte de séjour salarié, en fait c'est un vrai stress au quotidien. Mais aussi simplement renouveler sa carte. C'est-à-dire on se met dans des états de stress pas possible et légitime parce que c'est un vrai parcours du combattant. Mais en fait, par exemple, une personne qui a une carte de séjour de 1 an doit littéralement tous les 6 mois aller à la préfecture. Parce que le temps qu'elle demande le renouvellement, le récépissé il est pas prêt, prendre le rendez-vous qui est inaccessible. Elle récupère le récépissé 3 mois après. Ensuite, il faut aller récupérer le titre de séjour qui en fait expire 3 mois après parce qu'en fait ça fait déjà 1 an. Donc, faut déjà demander le renouvellement. Enfin, c'est vraiment, en fait, on se rend pas compte. Et d'ailleurs, là-dessus, moi, j'ai beaucoup de couples franco-étrangers, du coup. Et, par exemple, des titres de séjour conjoints de français, parents de français, etc. Et en fait, à chaque fois, le français est complètement choqué. Parce qu'ils ne se rendent jamais compte de ce que c'est le parcours administratif d'un étranger en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils se disent, oui, mais bon, il est marié avec un Français, enfin, ça va aller. Non. Ça change rien. Ça ne va jamais. Avec la préfecture, ça ne va jamais. Et puis, c'est vrai qu'en plus, il faut prendre en compte la dématérialisation des procédures administratives depuis plusieurs années pour une population qui a des freins linguistiques énormes, qui ne sont pas encore autonomes dans les démarches. Dans ce parcours justement d'intégration, les démarches administratives ne sont pas pensées en fait, dans leur parcours. Donc, avec l'OFII, on va parler des formations en français. Ils ont des cours de français. Tu peux nous dire ce que c'est l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Voilà. Merci. Immigration, intégration, je crois. Et du coup, dans le cadre, donc justement, on va en reparler parce qu'avec cette loi, il y a encore plus de choses qui changent et d'obligations pour ces personnes. Mais c'est vrai que pour les primo-arrivants, on leur fait signer un contrat d'intégration républicain dans lequel on leur fait prendre des cours de français. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation de résultat, on va dire, pour le français, ce qui change avec la nouvelle loi. Donc, on va leur faire c'est les 4 jours d'intégration, on va leur parler de l'histoire de France. Mais est-ce qu'on leur dit comment aller s'inscrire à France Travail? Comment faire ces démarches administratives? Toutes ces choses, ils ne savent pas les faire. Et encore moins les rendez-vous à la préfecture. C'est vrai que même moi, du coup, qui ne suis pas concernée, donc moi, j'habite en face de la préfecture de Nanterre. Ce qui fait que pendant des années, je voyais la queue dès 3 heures du matin, des gens qui venaient dormir devant la préfecture pour pouvoir avoir un rendez-vous. Ça, c'est des images qui sont terribles et que les personnes qui n'ont pas à vivre ça ne connaissent pas. Et à l'époque, ils pouvaient justement aller se plaindre auprès d'un bureau à la rigueur. Avec la dématérialisation, c'est quasi impossible. En fait, si on n'a pas de rendez-vous, on n'a rien à faire à la préfecture. Et pour avoir un rendez-vous, en effet, c'est un mental breakdown de dingue. Il faut savoir aussi que c'est des personnes qui ont eu un parcours migratoire très dur avant d'arriver en France. Donc, ils arrivent déjà dans un état difficile où il n'y a pas de prise en charge psychologique. C'est très dur pour eux. Et on leur demande de faire les papiers, on leur demande de faire des formations, on leur demande de trouver du travail. La plupart sont sans domicile fixe. C'est-à-dire qu'on a plein de personnes, nous, qu'on accompagne, qui travaillent. Tous les jours vont en formation, en tout cas. Mais ils n'ont pas de logement. Ils sont à la rue. Donc ça, c'est la problématique des centres d'hébergement à Paris, du mauvais accueil des étrangers en Île-de-France en particulier. Ça s'est accentué avec les Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça que ça devient tellement dingue de parler aujourd'hui de bons, de mauvais migrants, mais avec tout ce qu'ils ont vécu, voilà, entre les horreurs de leur pays. Et là, on va parler des réfugiés, mais même ceux qui partent pour des raisons économiques, finalement. Mais c'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que j'aimerais qu'on revienne ensemble à un moment de notre histoire récente qui fait état parfaitement, je trouve, à mon sens, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, de cette dichotomie bon migrant, mauvais migrant, et vraiment fait état de cette dichotomie de manière très très claire et très violente. Et peut-être comme jamais auparavant, c'est l'Ukraine. On est en 2022, la Russie attaque l'Ukraine et des milliers d'Ukrainiens sont poussés à quitter le pays. Et on entend ça à la radio et à la télévision française. C'est pas des départs en vacances, hein. Ce sont des gens qui fuient la guerre. Et on parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit.
Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. Les Français se disent, l'Ukrainien, il me ressemble. Mais bien sûr. Il a la même voiture que moi et finalement, c'est à 3 heures de Paris, je pourrais être à sa place. Je pense que c'est ça. Il y a simplement une espèce d'identification de proximité que peut-être le Français a moins avec l'Afghan. Et c'est pas du racisme. Ah oui, mais oui, c'est la loi de la proximité. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, puisque j'ai dû écouter plein d'interviews pour faire ce petit montage, ils ont vraiment une obsession sur les voitures. Oui. J'ai pas compris. Pourquoi les voitures, je n'ai pas compris. Et Rabat, c'est à 2 heures de Paris. C'est ça. Alger, c'est à 1h45 par la même occasion. On est encore plus près. Ça a été quoi votre réaction, vous qui travaillez en plus au contact de populations qui ne sont pas non plus venues pour des vacances, votre réaction quand vous avez entendu tout ça? En plus, ça se passait minute après minute. Et c'était de plus en plus grave. Alors, sur ce qui a été dit, je pense qu'on pense tous la même chose. On s'est dit, OK, là, c'est officiel. Oui, c'est là, ça. c'est officiel, en fait. Ça devient, qu'avant, c'était pas trop officiel, mais là, c'est clair, net. Là, ils le disent clairement d'où vient le bon et le mauvais migrant. Il vient de la couleur. Donc ça, mais déjà, c'est pas raciste, hein. Comme ils disent dans le dernier, c'est pas raciste. Rien n'est raciste. Si on les écoute, rien n'est raciste. Donc ça a été la première chose. La rapidité avec laquelle les Ukrainiens ont été accueillis, et tant mieux, parce que c'est pas sur ça qu'on revient, c'est pas sur le fait qu'on ait pu les accueillir, c'est que ce statut du coup de protection temporaire, voilà, c'est la première fois qu'il a été appliqué pour les Ukrainiens. Donc on s'est rendu compte à quel point là le gouvernement pouvait mettre des choses en place rapidement, notamment avec les places dans les centres d'hébergement. Et puis il y a eu surtout une solidarité privée incroyable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des particuliers qui ont ouvert leurs portes aux réfugiés ukrainiens. Dans mon travail, j'accompagne beaucoup d'Ukrainiens qui ont eu ce statut-là. Et la plupart sont hébergés chez des particuliers qui ne connaissaient pas. Et même moi, je me suis dit, est-ce que nous, on aurait été capable en fait d'ouvrir la porte à des personnes qui fuient la guerre? Et je me dis quand même, c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc tant mieux par rapport à ces populations. L'élan de solidarité qui s'est passé, c'est incroyable pour eux. Mais en effet, d'un point de vue politique, là, on s'est rendu compte que, comme je dis, c'est officiel, ok. D'accord, on a compris. On a compris d'où venait le problème et qu'en fait, il n'y avait pas d'impossibilité d'accueillir... En 2015, les Syriens... C'est ça. On pouvait, c'est juste, on ne voulait pas. Oui, là, c'est clair, au moins. Voilà, c'est clair. Quand il dit, là, dans l'extrait, oui, mais c'est pas comme, justement, les Syriens qui fuient le régime, si. Oui. En fait. Pour le coup, c'est exactement la même chose. Vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable parce que moi, du coup, j'accompagne des clients en préfecture. Et en fait, je vois souvent, du coup, les Ukrainiens qui viennent renouveler leur titre de séjour, etc. Je vois la facilité avec laquelle ils peuvent renouveler leur titre de séjour. Et encore une fois, c'est très bien parce que c'est l'application du droit international, en fait, qu'on demande juste pour les autres. Ça veut dire que dans le cas des Syriens afghans, c'est juste pas appliqué, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est ce nous, on revendique depuis des années. En fait, nous, on demande juste la légalité. Ça veut dire qu'on demande juste l'application des règles de manière non raciste. Donc, à tout le monde. C'est vraiment pas compliqué. Pour revenir sur les Afghans, c'est vrai que, en fait, il y a une différence aussi en fonction des dates. Il faut faire attention sur les arrivées d'Afghans parce que le statut administratif qu'ils ont en France peut changer en fonction de la date d'arrivée. Donc, par rapport au retour des talibans et avant le retour des talibans. Donc, justement, ce principe de protection temporaire, c'est que quand ça ira mieux, ils peuvent retourner dans leur pays. Les Afghans qui ont fui l'Afghanistan, là, par rapport au retour des talibans, eux ont le statut de réfugiés politiques. Mais j'accompagne un grand nombre d'Afghans qui sont arrivés en France avant, mais qui n'ont pas le statut de réfugiés et qui n'ont pas ce statut non plus de protection temporaire. Donc ça aurait pu être mis en place pour ces Afghans, mais ça n'a pas été mis en place. Ils sont avec des titres de séjour qui doivent renouveler. Donc c'est vrai que ça a été une réalité. Et pour revenir tout à l'heure à ce qu'on disait sur le bon, mauvais migrant, ça crée malgré eux une compétition entre migrants. Parfois, on doit faire extrêmement attention quand on organise des petits collectifs d'insertion professionnelle sur des thématiques comme comment faire son CV, comment se présenter à un entretien. On fait extrêmement attention à qui est-ce qu'on met dans nos groupes. Parce que ça arrivait une fois d'avoir la réflexion, donc il y avait une personne d'origine algérienne. Donc eux, d'ailleurs, ne sont pas concernés par certains aspects de la loi de l'immigration parce qu'ils ont ces fameux accords, donc ils peuvent avoir la carte de résident. Les accords d'Évian de 1962. C'est ça.
Et du coup, il y avait un étranger qui lui disait « Mais pourquoi toi, t'as 10 ans ? Et moi, je dois encore avoir un titre de séjour que je dois renouveler chaque année. » Va expliquer les accords d'Évian. On essaye, parce que le racisme, il existe aussi entre les communautés. Entre les communautés, hein. Donc on essaye de leur expliquer, mais en fait, c'est beaucoup trop complexe pour eux. Mais du coup, ça crée une compétition entre les Afghans qui ont le statut de réfugié, qui ont donc la carte des 10 ans. Il ne faut pas oublier que quand on est réfugié, on a accès aux aides sociales tout de suite. C'est pour ça que le statut administratif, il est super important. Et juste le terme migrant, au final, ça ne veut rien dire pour l'étranger en question. Quelqu'un qui vient avec un titre de séjour et qui veut prétendre, par exemple, au RSA, il doit avoir 5 ans de titre de séjour avec autorisation de travail sur le territoire. Quelqu'un qui a le statut de réfugié, et en plus de ça, donc on parle des Ukrainiens, ont accès aux aides sociales. Donc c'est dans la réalité de ces étrangers, ça change tout. Et tu parlais des JO tout à l'heure et de l'impact des JO aussi sur l'accueil des étrangers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors par exemple sur les hôtels sociaux, donc, notamment dans le 18e, il y a pas mal d'hôtels sociaux qui se sont reconvertis en hôtels touristiques en fait, à l'approche des JO, qui ont fermé le nombre de lits qui étaient ouverts pour l'hébergement temporaire. Donc ça c'est la première chose. Pendant les JO, on a vu les images des SDF qui étaient virés de leur lieu de domicile malgré tout. Ils sont sans domicile fixe, mais ça reste leur lieu de domicile. On les a envoyés en province pour certains. Le vrai impact qu'il y a là-dedans, c'est que ces personnes sont suivies socialement. Ça veut dire qu'en les enlevant de ce lieu de résidence, tout leur suivi social a disparu. Donc l'assistante sociale qu'ils voyaient, les associations d'aide qu'ils voyaient, le lien social qu'ils avaient aussi, parce que c'est des personnes, on les voit, on leur dit bonjour tous les matins, il y a le lien social qui se crée. Donc oui, ces JO, encore une fois, pour la vitrine de la France, super. Mais dans la réalité, on sait que ça a été très difficile pour ces personnes-là. Après tout ce qu'on a dit depuis plusieurs minutes, on a parlé du vocabulaire utilisé, on a parlé de cette dichotomie bon, mauvais migrant, avec cet exemple de l'Ukraine versus les autres communautés. Est-ce qu'on peut encore parler de France solidaire, France terre d'accueil ? Est-ce que c'est pas un imaginaire qu'on s'est créé et qui n'existe plus aujourd'hui ? Non, je pense que ce serait pas honnête de parler de France terre d'accueil aujourd'hui. Clairement, vu tous les obstacles qui existent sur le chemin de l'accueil en France, on n'est plus du tout dans une dynamique d'ouverture. Plus du tout. Et en fait, il est en train de se passer un phénomène assez intéressant, que je trouve personnellement un peu triste, mais qui finalement était prévisible. C'est qu'en fait, moi j'ai énormément de personnes que je rencontre qui sont donc étrangères, qui veulent partir. Parce que c'est trop dur. Parce que qu'elles soient étrangères, mariées à des Français, qu'elles soient françaises, mariées à des étrangers, qu'elles soient en cours de régularisation. Par exemple, là dernièrement, j'ai un client qui m'a appelé et qui m'a dit « je suis plus en France, j'ai abandonné ». Voilà. Je l'entends beaucoup, de plus en plus ça. Et ça, en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est des personnes qui sont qualifiées, qui ont des revenus hyper importants, comme des personnes qui n'ont pas de revenus, mais qui sont qualifiées pour faire un métier assez particulier, qui leur apporterait des revenus en France, etc. C'est pas des personnes qui bénéficient des aides sociales, parce que, comme elle l'a dit, c'est compliqué, en fait. Le discours médiatique dit que, effectivement, on veut empêcher les étrangers d'accéder à la CAF, etc., mais c'est déjà le cas. Il y a très peu d'étrangers aujourd'hui qui bénéficient des aides sociales, qui bénéficient du chômage, parce que beaucoup d'entre eux ont des difficultés pour travailler, etc. Est-ce qu'on peut parler de terre d'accueil encore aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on se ment à nous-mêmes ? J'ai pas l'impression qu'on se ment à nous-mêmes, parce que j'ai l'impression que c'est assez accepté qu'on n'ait plus une terre d'accueil. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Je sais pas s'il y a des personnes qui pensent encore qu'on l'est, mais c'est faux. Non, mais j'ai encore cette impression que... C'est même plus une impression, en vrai, c'est une réalité que la France joue encore ce côté humaniste, on est une terre d'immigration, c'est pas un souci, mais c'est une vitrine. Oui, voilà. Ça, oui, mais d'un côté, à côté de ça, quand on regarde, comme on a bien développé le parcours du combattant juste pour avoir une carte de séjour, donc c'est vraiment dire que c'est que le début de toute la lutte à entreprendre pour pouvoir rester de manière permanente en France. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que oui, la France, pas nous, parce que je pense qu'on est au fait de la situation, mais que la France se ment encore un peu à elle-même. Mais comme dans plein d'autres situations, en réalité, l'immigration, c'est juste un des secteurs... dans le droit des étrangers et dans cette question du tri, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, il y a aussi la question de la nationalité. La nationalité, on en parle peu,
parce qu'on considère que c'est la dernière étape du parcours de l'étranger. Parce que, par définition, il devient français. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est assez inquiétant et je pense qu'il devrait faire l'objet de plus de recherche et de plus de médiatisation. Mais en fait, il y a beaucoup de Français qui perdent leur nationalité. Et dans cette question du tri, il y a notamment beaucoup d'Algériens. Parce que on commence à revenir sur des décrets de perte de nationalité qui ont été signés par des parents illettrés dans les années 60, etc. Et qui ont des conséquences aujourd'hui sur une personne qui a 50 ans, qui a toujours été française, et qui aujourd'hui se retrouve littéralement sans papier. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'analyse du traitement des étrangers en France. Pourquoi ? Parce que, par exemple, de manière très simple, quand on est français et qu'on renouvelle son passeport, on nous demande pas de prouver notre nationalité française. Normalement. Ça veut dire que tu as un passeport français, tu viens avec ton passeport, tu es français, tu renouvelles. Il y a certaines personnes à qui on demande de faire des certificats de nationalité française. Oui. Sarkozy a mis en place ça au moment de... quand il était président. On rend les choses plus difficiles de manière assez sournoise, en fait. En sous-marin. C'est ça. Et du coup, bon, déjà, la demande de certificat de nationalité française prend des années, déjà, faut le savoir, à Paris en tout cas, bon, dans d'autres tribunaux aussi. Et en fait, quand on se rend compte qu'en fait, notre certificat de nationalité française est refusé, on n'est plus français. Et donc, ça veut dire que on peut avoir une personne qui a 45 ans, qui a des enfants français parce qu'elle leur a transmis la nationalité, et qui, à 45 ans, se retrouve plus française parce qu'en fait, il y a une décision qui dit, finalement, non. Et ça, c'est assez fou. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve que ça, c'est une question qui rentre aussi dans le traitement des étrangers en France. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui sont issues de l'immigration. Ouais. Et qui ont eu la nationalité française par des mécanismes qui proviennent de la colonisation beaucoup. Et donc, Leïla, toi, terre d'asile, terre d'accueil... La France restera une terre d'accueil sous conditions, et ces conditions seront de plus en plus strictes pour les étrangers. Donc là, avec la dernière loi immigration, chaque étranger est obligé de signer un contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Tu l'as déplié pour le dire, parce que les gens ne voient pas. Ah oui, je l'ai déplié. Tu l'as avec toi, tu l'as déplié. Je l'avais noté, je voulais en parler. Je vais juste lire le préambule pour que... vraiment, là, on est dans quelque chose d'assez incroyable. La France m'a accueilli sur son sol. Dans le cadre de ma demande de délivrance, de renouvellement ou de renouvellement d'un document de séjour, je m'engage solennellement à respecter les principes de la République française définis ci-après. Donc, on a différents engagements que, si vous voulez, je peux les lire. Donc, le respect de la liberté personnelle. Alors, au début, ok, très bien, c'est très bien. On se dit, oui, c'est les valeurs de la République telles qu'on les connaît, et on se dit, tant mieux. Liberté personnelle, le respect de la liberté d'expression et de conscience, le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect de la dignité de la personne humaine, le respect de la devise et des symboles de la République, le respect de l'intégrité territoriale de la France et le respect du principe de laïcité. Est-ce qu'on peut revenir sur hommes et femmes ? Oui. Ça, c'est incroyable. Donc, je m'engage à n'adopter aucune attitude sexiste et donc à ne pas faire subir à une personne des discriminations qui seraient fondées sur le sexe. On parle de notre gouvernement ou on parle des étrangers là ? Au sein des services publics, je m'engage à ne pas perturber le fonctionnement du service et à adopter le même comportement vis-à-vis de l'agent public, qu'il soit un homme ou une femme. Donc on en est à faire signer aux étrangers qui demandent un premier titre de séjour ou un renouvellement ce type de contrat. Mais c'est fou ce que ça crée en fait comme sous-entendu énorme. Surtout si on ne les respecte pas, on peut être expulsé. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, encore une fois, on n'est plus utile à la société, où on ne respecte plus l'intégrité de la société, on se fait virer, enfant ou pas, vie ou pas, peu importe. On en revient encore une fois à la serviabilité de l'étranger. Ça date de quand, ce contrat ? Alors, ce contrat, il est issu d'un décret d'application de la loi immigration qui a été signé le 8 juillet et qui a été promulgué le 14 juillet, donc un jour férié, alors qu'on n'avait pas de gouvernement. Ouais. Et en fait, ça, c'est merci beaucoup de l'avoir amené parce que je pense que c'est hyper important. Ça, c'est la preuve concrète qu'on entre dans une nouvelle ère. Déjà, ce document, c'est un document qu'on fait signer à tous les étrangers qui demandent un titre de séjour ou qui le renouvellent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a 60 ans, qui en est à sa 6e carte de résident de 10 ans, va devoir signer ça. Ça veut dire qu'on n'est pas sur les premières personnes qui demandent les titres de séjour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, d'ailleurs, on l'a fait très récemment,
On a un client qui nous a demandé de l'aide pour son renouvellement. On a dû lui faire signer ce contrat d'engagement républicain. D'accord ? Ça veut dire qu'il fait partie de toutes les procédures qui concernent les étrangers en France. Deuxièmement, alors moi, la question que je me pose, je n'ai pas encore eu le cas, mais je l'attends, c'est une obligation de quitter le territoire disant « Vous aviez signé le 7 juillet à Paris, avec copie de la signature. Vous avez été à la mosquée, donc vous n'avez pas respecté le principe de laïcité. Ils en sont capables, hein, je sais pas. je sais pas, tout est possible. Donc on a décidé de vous notifier une obligation de quitter le territoire. Ça peut engendrer des dérives qui sont énormes, massives. Et c'est très inquiétant. L'engagement numéro 6, qui pour moi est le plus facilement détournable, c'est le respect de l'intégrité territoriale de la France. Je m'engage à ne pas remettre en cause par des actions de nature à troubler l'ordre public. On sait ce que ça veut dire. Oui. On sait ce que ça veut dire. Participer à une manifestation. Oui, en fait, en plus, le vocabulaire est tellement large, que finalement, on peut tout y mettre. Et puis, surtout, ça crée un sous-entendu pour les communautés étrangères de vous n'allez pas respecter le principe de laïcité si vous signez pas. C'est ça. L'égalité homme-femme, c'est pas dans vos mœurs, c'est pas dans vos coutumes. Et puis en plus, vous êtes violent, quoi. On en revient à l'étranger inoffensif qui est le bon étranger. Voilà, la définition du bon migrant, tais-toi, travaille. C'est un peu ça. On finit chaque épisode par des recommandations pour pouvoir poursuivre un peu l'écoute de cet épisode qui était en plus très très riche. Je vous propose 2 ressources, 2 recommandations culturelles et puis après je vous donne la parole si vous voulez ajouter quelque chose. Ma première recommandation, c'est un livre aux éditions La Découverte qui s'appelle L'Asile et l'Exil de Karen Akoka qui prolonge et qui rassemble parfaitement tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc Karen Akoka revient sur la distinction réfugiés-migrants et comment elle est influencée par les origines des personnes concernées. Et elle déconstruit aussi, comme tu l'as fait Leïla et comme tu l'as fait Magda, cette image de terre d'asile. Donc je vous le conseille, c'est une très 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 bonne lecture, un peu compliquée parfois mais très intéressante. Et je voulais finir avec un récit, puisque c'est aussi important d'humaniser les voix de ces étrangers qui viennent en France. C'est la série documentaire par Noujoud Rejbi sur France Culture qui s'appelle « Qui est l'arabe du coin ?» Donc dans cette série documentaire, elle parle de la vie des épiciers maghrébins à travers l'histoire de son propre père, qui a été commerçant pendant 30 ans à Paris. C'est beau, c'est sensible, et comme je l'ai dit, ça humanise ces vécus-là, qui sont constamment déshumanisés dans les médias et dans la sphère politique. Donc c'était important pour moi d'en parler. Leïla, Magda, est-ce que vous avez une reco à partager sur cette thématique-là ? Alors moi, c'est pas une reco littéraire. Tu peux y aller. Il faut le prendre aussi avec tout l'aspect critique qu'il peut y avoir derrière. Mais c'est d'amener ses enfants, parce que c'est les futurs électeurs, au musée de l'histoire de l'immigration. Parce que pour connaître l'histoire de l'immigration en France, je trouve que c'est un endroit qui est super pour la jeunesse, et même les plus grands d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, ce serait la première recommandation, c'est d'aller dans ce musée, comprendre et connaître les flux migratoires en France et voir justement le changement politique qu'il y a eu derrière. Et la deuxième chose, c'est d'aller aussi parler aux concernés. Je pense que dans notre entourage, on a tous des personnes étrangères. Demandez-leur comment s'est passé leur parcours migratoire. Posez-leur des questions, parlez avec eux. Et pour moi, voilà, c'est les premiers concernés. Et c'est de même que moi-même, j'ai énormément appris sur mon métier, mais sur la manière d'exercer aussi. Parce que moi, tous les jours, je me prends des claques sur la force qu'ils ont. Et pourtant, oui, ils ont toujours le sourire. Ça peut paraître cliché de dire ça, l'étranger qui sourit. Mais c'est vrai, ils ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre. Et même par rapport à notre propre histoire, nos parents, on est issus de l'immigration. Donc oui, leur parler, c'est ma recommandation. Merci beaucoup pour ces 2 belles recommandations, Leïla. Magda, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ? Moi, je vais être hyper corporate. Mais moi, je recommande toujours d'aller voir les assos, et notamment les 2 grosses assos qui sont la CIMAD et le GISTI, parce qu'ils font un travail formidable, ils font un travail de vulgarisation qui est hyper important, que nous, même avocats, on utilise. Ils font des permanences qui sont accessibles, des personnes qui sont formées aux droits des étrangers, qui répondent aux premières questions.
Ils font des guides, par exemple, quand on est étudiant et qu'on ne sait pas comment changer de statut, quand on est demandeur d'asile et qu'on ne sait pas comment faire les premières demandes de ressources, etc. Tout ça, c'est hyper important et elles méritent d'être soutenues et connues. En parlant de plateformes qui vulgarisent, je recommande aussi ton compte Instagram. Merci. Quand même, LAITM-avocate, on mettra tout dans la description. Merci Leïla, merci Magda. Merci à toi. Merci à tous et à toutes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je ne suis pas raciste, mais... Je ne suis pas raciste, mais est un podcast de Donia Ismail, produit et réalisé par Slate Podcast, sous la direction de Christophe Caron. À la production éditoriale Nina Pareja, montage et réalisation de Mona Delahaye et musique par Thomas Loupias.